Il y a quelques semaines, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme lançait officiellement le contrat sécurisé de bail à usage d'habitation, un contrat, dit-on, dont le but serait d'encadrer les rapports entre bailleurs et locataires en matière d'accès au logement locatif. Cette innovation viendra-t-elle mettre fin aux multiples conflits entre propriétaires et locataires? Notre invité nous le dira, le directeur général du logement et du cadre de vie nous présentera aussi ce qui est fait en ce moment pour relancer la machine du vaste programme de logement socio-économique dans un contexte marqué par un déficit criard de logements, notamment à Abidjan. À nos questions et celles de nos internautes, Célestin Kouala répondra sans réserve, on l'espère. Célestin Kouala, bonsoir. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos internautes de suivre ce portrait. Pour ce numéro de Sans réserve, intéressons-nous à la problématique du logement avec pour invité le directeur général du logement et du cadre de vie, Célestin Kouala. Cet expert en foncier et logement est âgé de 53 ans. Marié, il est le père de 5 enfants. Célestin Kouala est spécialiste en planification, aménagement et gestion des villes et communes. Officier du mérite de la fonction publique, il a également à son actif une médaille d'honneur du travail. Célestin Kouala est aussi un homme politique. Membre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, il a été désigné par son parti pour défendre ses couleurs aux prochaines législatives du 6 mars prochain dans la commune de Cocody. Célestin Kouala est membre de l'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire. Les logements sociaux, le cadre de vie, la copropriété, la délivrance des ACD seront entre autres les sujets qui seront abordés au cours de ce numéro de Sans réserve. Célestin Kouala, vous êtes le directeur du logement et du cadre de vie. On vient de le voir dans ce sujet dernièrement, comme je l'indiquais à l'entame de cette émission. Le ministère pour lequel vous travaillez a lancé une innovation, le contrat sécurisé de bail. Pourquoi un contrat sécurisé de bail? Il y avait beaucoup de problèmes de contention entre locataires et bailleurs. Je voudrais d'abord et avant tout, au nom du ministre Bruno Nabagno-Koné, vous remercier pour l'opportunité que vous donnez au ministère de la Construction de sensibiliser, d'expliquer à nos compatriotes l'intérêt de ce contrat de bail usage d'habitation qui est sécurisé, contrairement Pourquoi sécurisé? Qu'est-ce qui fait qu'il est sécurisé? Il est sécurisé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la loi portant sur le Code de la construction et de l'habitat, la loi 2019-576 du 28 juin 2019, a été reprise en entièreté. Les articles essentiels de cette loi-là ont été repris dans le contrat de bail à usage d'habitation dit sécurisé aujourd'hui. C'est l'une des caractéristiques essentielles qui permet de dire qu'il est sécurisé. La deuxième chose, c'est naturellement le document physique lui-même. C'est un document qui contient un fil de sécurité avec une surimpression importante et des éléments qui ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais qui permettent d'avoir un document physique, sécurisé, difficilement falsifiable, pour ne pas dire carrément impossible à falsifier. Il n'est quand même pas doté de données biométriques. Pas de données biométriques, mais il contient quand même un niveau de sécurité qui est relativement important. Parce que, à la base, puisque c'est un document contractuel, et c'est un document qui va permettre, j'allais dire, de gérer les relations entre le bailleur et le preneur, il était bon qu'on le sécurise quand même, contrairement aux documents au feu volant que nous avions initialement, que l'on pouvait trouver un peu partout et qui contenaient qui pouvaient être source de conflits à travers le document lui-même déjà. Alors, vous avez mis en place ce document, oui. Vous dites qu'il est sécurisé. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un bailleur se sent obligé d'utiliser ce contrat de bail? Est-ce que vous avez des moyens de pression? Oui et non en même temps. D'abord, on se sent obligé, le bailleur se sent obligé d'utiliser ce contrat, d'abord parce que c'est une loi. C'est une loi de notre pays. C'est une loi de la République de Côte d'Ivoire. Donc, naturellement, il n'y a pas derrière la contrainte liée à la nécessité de respecter les lois de son pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans les articles 415 et 416 de cette loi-là, il y a une amende en cas de non-respect de cette loi. C'est une amende que nous avons prise à travers l'année fiscale 2019-1080 de décembre 2019 pour faire passer justement la sanction, l'amende si je puis dire, à 3 fois le trop perçu. Puisque le clou de cette loi, ce sont les articles 415 et 416 qui portent sur le dépôt de garantie.
dépôt de garantie quelques années en arrière qui était fixé de façon abusive et de façon exagérée. 10 mois, 12 mois, voire 2 ans parfois. Vous parlez là, dans le jargon, dans le langage populaire des Ivoiriens, des cautions. Exactement. Voilà, le dépôt de garantie n'est rien d'autre que la caution. Donc cette caution-là, avant, pouvait être de 10 mois, de 12 mois, voire même de 2 ans. Aujourd'hui, elle est exactement de 2 mois. Si éventuellement un bailleur ne respecte pas cette caution et qu'elle prend plus que ce à quoi elle a droit, je vous donne un exemple simple. Mettons que vous deviez prendre 500 000 francs comme dépôt de garantie et que vous preniez 2 millions, par exemple. Le trop perçu est de 1,5 million. Les articles 414, 415 et 416 de la loi disent que vous avez une amende fiscale qui est 3 fois ce que vous avez perçu. Donc, vous allez payer une amende de 3 fois le trop perçu. Donc, il y a une amende qui, initialement, en 2018, lorsque notre Assemblée nationale avait voté la loi, était simplement de 200 000. Aujourd'hui, parce que certains bailleurs, il nous revenait que certains bailleurs avaient commencé à ne pas respecter cette loi, nous avons multiplié cette amende par 3, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, un locataire qui vous saisit, d'abord, vous nous expliquerez comment on peut se plaindre. Oui. Un locataire qui vous saisit, qui vous dit que son bailleur a perçu 2 fois la somme requise, évidemment, ça va créer des problèmes entre les rapports du bailleur et du locataire. Déjà, Le locataire peut se voir expulsé de la maison. La première chose à faire, déjà, c'est de ne pas signer ce contrat-là. Parce que si vous acceptez de signer ce contrat, vous participez vous-même à la violation de la loi. Certains Ivoiriens vous diraient, mais c'est facile de le dire, quand on a peut-être les moyens de s'offrir un logement décent, mais vous savez que la crise du logement, elle est importante en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Donc si je ne signe pas, quelqu'un d'autre la prendra. Je dis assez souvent aux Ivoiriens que la crise du logement, le déficit du logement ne doit pas vous amener, j'allais dire, à prendre un tel risque. La raison, elle est simple. Imaginez que vous accompagnez le bailleur dans ce non-respect de la loi. En fait, vous vous mettez vous-même dans une situation d'insécurité qui est beaucoup plus importante. Pour la simple raison que vous donnez l'occasion au bailleur, vous êtes à sa merci. La loi vous protège. Elle dit par exemple que le bailleur ne peut pas augmenter le loyer avant un délai de 3 ans. Si vous acceptez de signer quelque chose en dehors de cela, ça veut dire que le lendemain matin, 48 heures plus tard, il peut augmenter votre loyer de 10, de 15, de 20, de 50 000. Il peut vous expulser, comme vous le dites, parce que vous n'avez pas signé ce contrat. Vous vous mettez dans une situation d'insécurité parce que vous allez être obligé de remobiliser des financements, de trouver de l'argent, de trouver une nouvelle caution, un nouveau loyer. Mais pire, vous allez être obligé d'aller chercher ailleurs. Vous allez être obligé d'aller chercher ailleurs et ça va être probablement plus loin de votre lieu d'habitation, ça va être certainement plus loin pour les enfants, pour l'école des enfants, etc. Et donc vous allez vous mettre vous-même dans une situation d'insécurité simplement parce que vous avez participé au non-respect de la loi. Cette loi protège les plus faibles. Cette loi protège les ménages défavorisés. Il faut donc les encourager à la signer, pas à aller avec le bailleur dans le non-respect de cette loi-là. Bien au contraire. Vous avez parlé de la protection du locataire. Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour le locataire Oui, il y a ce contrat de bail sécurisé? Je vous donne un exemple simple. Par exemple, le droit de préemption. Le droit de préemption indique clairement que si éventuellement le bailleur voulait revendre le local ou l'immeuble, eh bien, il est tenu de vous en faire part. D'abord et avant tout, c'est si et seulement si il est clairement établi que vous n'avez pas les moyens de reprendre le local qu'il peut le céder à autrui. Il y a d'autres articles non moins importants, par exemple en cas de décès. En cas de décès du locataire, du preneur, eh bien, les ayants droit, n'est-ce pas, peuvent continuer de jouir de ce contrat de bail-là. Donc, vous avez un certain nombre d'articles comme ça qui sont à la faveur du... Mais je le dis et je le répète souvent, l'épine dorsale de cette loi, ce sont les articles 415 et 416 qui portent sur les 2 mois de dépôt de garantie et sur les 2 mois de loyer, qui portent également sur le fait que le loyer doit être fixé dorénavant en tenant compte de la valeur immobilière du marché, par exemple. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages. Et qui évalue cette valeur? Il y a quand même un certain nombre d'outils élémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est sur la base du niveau de finition du bâtiment, du local, que vous souhaitez louer, que ce loyer va être fixé. En clair, sur la base de cette loi-là, vous pouvez rappeler à un bailleur, de façon très simple et de façon très claire, que le niveau de finition ou simplement les équipements de proximité, les services urbains de base, le fait que les voies qui sont autour de ce local ne sont pas viabilisées, qu'il n'y ait pas d'éclairage public, qu'il n'y ait pas suffisamment de sécurité, etc. Et donc que ce loyer-là ne peut pas être justifié. Vous savez, il est clair que nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez faire davantage pour vulgariser tous ces avantages qui présentent ce contrat de bail sécurisé? Je suis heureux de vous l'entendre dire. C'est pour cela que de notre point de vue, il y a 2 choses. La première chose, en termes de vulgarisation, la première chose pour que ça marche, c'est d'abord nous-mêmes, les citoyens.
Ne pas participer à signer des contrats qui sont en dehors de ce que dit la loi. La deuxième chose, on l'a dit souvent, ce sont les associations de consommateurs. Il appartient davantage aux associations de consommateurs de prendre le relais. De prendre le relais pour sensibiliser les Ivoiriens, pour sensibiliser nos compatriotes sur la nécessité de respecter cette loi. Quant à nous, ministère de la Construction, on ne s'épuisera jamais, on ne se fatiguera jamais. À chaque fois que vous nous inviterez, eh bien, nous viendrons avec beaucoup de plaisir pour expliquer aux Ivoiriens l'intérêt de cette loi, l'intérêt de la respecter. Avant de passer à un autre sujet, ce contrat de bail sécurisé, il est disponible où ? Alors, nous avons une convention avec les librairies, la plupart des librairies. Nous avons une convention également avec la Poste de Côte d'Ivoire. Nous avons une convention également qui est en voie de signature avec les mairies. C'est pour dire que dans la plupart des librairies, si vous m'y autorisez, je peux citer la librairie de France. Merci beaucoup. Je peux citer par exemple la librairie de France, avec laquelle nous avons une convention où vous pouvez trouver ces contrats, mais surtout dans les différentes postes, les bureaux de poste, dans les différentes communes et à l'intérieur du pays également. Le contrat est disponible, mais très bientôt avec l'UVIC aussi, nous allons signer également une convention pour que ce soit disponible dans les mairies également. Pourquoi ne pas le rendre disponible sur le numérique, vu que nous sommes à l'ère des technologies de l'information et de la communication ? Parce que nous avons abordé la question de la sécurisation du document. Voilà, sur le numérique, naturellement, il va certainement revenir gratuitement, mais vous allez perdre tout le niveau de sécurité qui y va. Voilà, c'est la raison pour laquelle on continue de conseiller d'acheter le document physique. Très bien. Alors, parlons à présent de logement. Les chiffres annoncés ça et là nous disent qu'il y a 400 000 logements en déficit par an en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes le directeur général du logement, comment vous réagissez? Quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Oh, vous pouvez être sûr qu'on en est plus que conscient. C'est la raison pour laquelle, depuis 2011, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, a mis en place ce programme des logements sociaux. Un programme qui, selon beaucoup d'observateurs, n'a pas marché. Ah non. Dans notre esprit, ce n'est pas que ça n'a pas marché. Il faut qu'on se comprenne très bien. Il est bon de rappeler que la dernière fois où des logements sociaux ont été construits dans ce pays, ça date d'au moins 1985, c'est-à-dire 20 ans, 25 ans en arrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'initiative qui a été prise par le Président de la République et par les différents ministres qui ont eu à gérer ce dossier a permis aujourd'hui, en 7-8 ans, de réaliser 15 000 logements sociaux qui sont disponibles. Et où des familles... Sur une attente de combien de logements? Nous avions prévu logiquement 60 000 de 2012 à 2015, puis 150 000 jusqu'en 2020. Je vous vois venir, mais je vous rassure tout de suite. Allez-y. Je l'ai dit et je le répète à chaque fois, il ne s'agit pas de calcul mathématique. Il s'agit de se rendre compte qu'au moment où nous sommes en train de nous parler, il y a des Ivoiriens qui habitent effectivement des logements sociaux de 10 millions. De 12 millions, il y en a beaucoup d'autres de 15 millions. Qui attendent... Mais au moins, on a commencé. C'est déjà ça. Impatiemment. On a déjà commencé. Et le programme de logement, par définition, le programme immobilier, par définition, c'est des tranches. C'est des tranches successives qui y vont. Et je voudrais vous rappeler, à toutes fins utiles, que même dans des pays qui sont dits développés, comme la France, par exemple, qui est notre référence, jusqu'aujourd'hui, on parle de logements sociaux en France. Les États européens, beaucoup d'États européens, continuent aujourd'hui de réaliser des logements sociaux. Quels sont les problèmes, quels sont les freins, les obstacles qui font qu'en lieu et place de construire 60 000 logements, on en est à entre 12 et 15 000? Essentiellement des questions budgétaires. Des questions budgétaires parce que, vous savez, quand un logement coûte 35 millions ou 40 millions, et puis que le gouvernement décide de ramener le coût de ce logement à 10 millions ou à 15 millions, ce n'est pas très difficile. Il y a un gap d'une vingtaine de millions qu'il faut bien couvrir. Donc il y a de la subvention directe, mais il y a aussi de la subvention indirecte. En ce qui concerne la prise en charge directe, il y a par exemple tous les financements qu'il faut mobiliser pour acquérir du foncier. Il y a tous les financements qu'il faut mobiliser pour faire ce que nous appelons techniquement les VRD primaires, c'est-à-dire amener l'eau, amener l'électricité, construire des stations d'épuration. Or, vous savez que nous sommes des pays en voie de développement et les budgets ne sont pas toujours aussi suffisants que cela. Et le logement n'est pas la seule priorité. On a l'agriculture, on a l'éducation nationale, etc. Donc, les aspects budgétaires freinent. Mais l'État a fait beaucoup d'efforts. C'est près de 100 milliards qui ont été injectés dans les travaux de voirie pour amener l'eau, pour envoyer l'électricité sur ces différents chantiers. C'est aussi 350 milliards environ qui ont été injectés de façon indirecte, n'est-ce pas, dans ce programme de logements sociaux pour arriver au résultat que nous avons atteint aujourd'hui. Mais moi, je voudrais vous rassurer, le programme est en cours, il continue, des Ivoiriens continuent de s'inscrire. Il est à quel niveau en ce moment? Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes pratiquement à 15 000 logements. Et le plus important aujourd'hui, je l'ai dit... On a l'impression que le programme a été à l'arrêt à un moment. Est-ce que les logements, la construction des logements a repris? Est-ce qu'il y a des logements qui sont en cours de construction en ce moment?
À quelle échéance on en aura de disponibles? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Le programme n'est pas à l'arrêt. Le programme peut certes connaître certains ralentissements, mais pas être à l'arrêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour vous répondre de façon très précise, dans les mois qui viennent, des livraisons d'autres logements vont commencer. Parce qu'il y a 3 sites essentiels. Il y a le site de Songon, il y a le site de Bassam, il y a le site de Benjerville. Sur le site de Songon, qui est le plus grand, où nous avons quand même 439 hectares, il y a encore beaucoup de promoteurs qui sont en train de réaliser beaucoup de logements. Et nous sommes en train de densifier le terrain de Songon. Il y a des promoteurs qui ont commencé à construire en hauteur. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'appartements, donc d'avoir beaucoup plus de logements. La deuxième chose que je voudrais dire également, c'est qu'à partir du moment où le programme ne s'arrête pas, de nouveaux sites vont être acquis. Je disais tout à l'heure que quand on parle de la question du logement, beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment que c'est uniquement l'affaire de M. Bruno Nabagnou-Koné, ministre de la Construction. Non. Le logement est transversal. À l'intérieur de la problématique du logement, vous trouvez par exemple les banquiers. Vous trouvez d'autres ministères partenaires, le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Équipement routier, etc. Mais on va s'arrêter surtout sur la problématique du financement. Ce qui nous a, compliqué un tout petit peu la tâche, c'est le fait qu'il n'y a que 20% d'Ivoiriens qui sont bancarisés. Donc quand on a démarré le programme et qu'on est allé en accès direct à la propriété, ça ne nous a pas permis d'atteindre toute la cible. C'est pour ça que le ministre nous a instruit aujourd'hui, on va démarrer le programme dans le sens en phase 2 avec la location-vente. À travers la location-vente, eh bien, on va éliminer toute la problématique du crédit acquéreur. Et à partir de cet instant-là, on va atteindre des cibles qui sont beaucoup plus, des cibles beaucoup plus fragiles encore, comme nos compatriotes qui sont dans les quartiers précaires, etc. On va atteindre cette cible-là, et j'ai l'habitude de le dire, même si on ne peut pas acheter une maison, mais tout le monde paye un loyer. À partir du moment où tout le monde paye un loyer, ça veut dire simplement que si on met en place à nouveau, si on relance, comme on va le faire dans les semaines qui viennent, le programme de la location-vente, eh bien, ça nous permettra d'atteindre une cible plus importante. Tout à l'heure, vous en avez parlé, ce sont des acteurs importants dans cette chaîne de création de logements sociaux, ce sont les promoteurs immobiliers. Est-ce que nos promoteurs immobiliers ont le savoir-faire et l'expérience pour construire des maisons viables? Il y a deux choses dans votre question. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a des promoteurs nationaux qui ont de réelles capacités. Sur la cinquantaine de promoteurs, je voudrais dire qu'au départ, nous avions engagé 5 groupes étrangers, d'accord? Donc 45 promoteurs ivoiriens. La première chose, c'est que à un moment, il faudra bien que les entreprises ivoiriennes, les entreprises nationales apprennent également. Nous n'allons pas continuer de développer notre pays en allant à chaque fois aller chercher des entreprises à l'extérieur. Ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose... Mais vous ne répondez pas à ma question. Je vais vous répondre. Ah, d'accord. La deuxième chose, c'est que les entreprises ivoiriennes qui ont été engagées, il y a effectivement certaines qui sont arrivées aujourd'hui à faire du très bon travail dans le cadre de ce programme. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas fait du bon travail. Naturellement, comme dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses, on va dire ça comme ça, qui n'y sont pas arrivées suffisamment. N'empêche que lorsque nous avons constaté qu'il y a de l'incapacité réelle, aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier, ces promoteurs ont été purement et simplement sortis du programme. Voilà, je ne vais peut-être pas les citer ici, mais je peux vous dire que quand il a été clairement établi qu'ils n'y arrivaient pas, qu'ils ne pouvaient pas, on les a simplement sortis du programme. Et comment vous réagissez quand un Ivoirien sur place ou de la diaspora se fait gruger, par exemple, à un promoteur? Il y a deux choses. Je voudrais rappeler aussi que l'achat d'une maison, aller vers un promoteur immobilier est un contrat privé, d'abord et avant tout. Nous, notre rôle en tant qu'État... C'est un vaste projet de logements sociaux lancé par l'État. Donc il est quand même bon de préciser deux choses très vite. Il y a les promoteurs immobiliers qui sont engagés dans le programme des logements sociaux, d'accord? Et là-bas, on ne se fait pas gruger. Il y a par contre les promoteurs immobiliers qui ne sont pas dans le programme des logements sociaux et où probablement vous avez beaucoup d'Ivoiriens qui ont pu se faire gruger. Donc je voudrais rappeler que dans le cadre du programme, qui est totalement et entièrement encadré par l'État, les avances, les épargnes des Ivoiriens ont été séquestrées dans des comptes. De sorte que lorsqu'il n'y a pas satisfaction, ou de façon générale, lorsque pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, on décide ou on se propose de sortir du programme, le remboursement se fait. Il y a certainement de la lenteur administrative, mais le remboursement se fait. Naturellement, lorsque vous allez vers des promoteurs qui ne sont pas dans le programme des logements sociaux, je peux comprendre qu'on se fasse gruger. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le respect de la loi
est quelque chose d'essentiel. Il est bon aussi, quand on veut acheter une maison, de bien s'assurer que le promoteur est agréé. Il est bon de s'assurer que le promoteur dispose d'un ACD sur le terrain sur lequel il veut construire. Il est bon de s'assurer qu'il dispose d'un permis de construire du ministère de la Construction. Il ne faut pas se laisser avoir aussi avec des publicités mensongères. Moi, j'ai vu beaucoup de nos compatriotes qui se sont fait avoir aussi de cette façon-là, parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se renseigner. Je vais vous donner un exemple concret. Dans les années 2016, je ne vais pas le citer ici, nous avions attiré l'attention des Ivoiriens sur un promoteur immobilier qui n'avait pas d'agrément, promoteur, dont le programme n'avait pas été agréé. Nous avons rappelé avec insistance, à travers vos canaux, la presse écrite, la presse audiovisuelle, que ce promoteur n'avait aucune forme d'autorisation pour exercer. En dépit de cela, 2 ans plus tard, ce monsieur s'est donné les moyens, des Ivoiriens se sont donné les moyens de se laisser convaincre et d'y engager des centaines de millions. Ça finit naturellement dans un conflit et par derrière, nous, État de Côte d'Ivoire, nous sommes interpellés. Donc je voudrais également interpeller nos concitoyens. Allez-y au ministère de la Construction quand vous voulez acheter une maison. Même si vous n'achetez pas une maison dans le programme des logements sociaux, mais vous aurez l'avantage de disposer au moins de la liste des promoteurs agréés par la commission d'agrément des promoteurs immobiliers. Vous aurez la liste des promoteurs qui ont effectivement un permis de construire, parce que pour avoir un agrément d'arrêté du programme équivalent permis de construire, il faut avoir un terrain avec un ACD. Donc vous aurez l'assurance que le terrain sur lequel le monsieur se réalise de proposer des logements et de vous les vendre, ce terrain-là, il en est effectivement propriétaire. Évidemment que si vous allez acheter une maison avec un promoteur qui n'est même pas propriétaire du terrain sur lequel il est en train de bâtir les maisons qu'il vous propose, il y a beaucoup de chances que tout ça finisse mal. Alors, vu que la question du logement est très importante en Côte d'Ivoire, oui. Vu qu'on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée, vous me direz le contraire si c'est le cas, pourquoi ne pas penser notamment à enseigner dans nos écoles professionnelles tous les métiers qui tournent autour de la construction de logements? Je pense qu'il y a 2 choses de ce point de vue-là. Je pense que les ministères qui sont en charge de la formation technique et professionnelle sont en train de regarder cette question-là avec nous. Mais c'est surtout aussi, il appartient aussi aux chambres des promoteurs, qui sont les premiers bénéficiaires, avant nos compatriotes, qui sont les premiers bénéficiaires de cette main-d'œuvre qualifiée-là, de regarder, avec notre appui également. Vous n'avez aucune responsabilité dans ce sujet? C'est pas qu'on n'a pas de responsabilité, mais il est clair que si vous parlez de vous ne pouvez pas impulser ce changement? Si, pourquoi pas. C'est pour ça que nous avons des chambres avec lesquelles nous parlons. L'une des chambres, d'ailleurs, 2 ans en arrière, avait fait une proposition dans ce sens-là. Bien évidemment, on continue de rester, si vous permettez le terme, on continue de rester en attente des propositions de ces chambres-là aussi. Mais j'ai dit qu'une idée comme celle-là, naturellement, pourrait être creusée avec les autres ministères. Je vous disais tout à l'heure que le logement est transversal. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministre Bruno. Vous venez d'aborder une question essentielle, la question de la formation et de la main-d'œuvre qualifiée pour la réalisation de ces projets-là. Eh bien, avec les ministères en charge de la formation technique et professionnelle, je pense que beaucoup de choses peuvent être faites dans ce sens également. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que la qualité, le niveau de finition des maisons est également important. Tout à l'heure, vous avez dit une chose. Vous dites nous travaillons pour les plus démunis. Oui. Mais il se trouve que le prix du loyer à Abidjan, c'est de notoriété publique, coûte très cher. D'accord. Est-ce que vous avez les moyens, des leviers justement pour avoir un impact sur les prix des loyers, pour les ramener à la baisse? Le meilleur levier, c'est le programme des logements sociaux. C'est une question d'offre et de demande. C'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles le programme des logements sociaux a été initié. Si, à travers notre action, si à travers les initiatives et le travail du gouvernement relativement à la problématique du logement, l'accélération, la cadence de production des logements s'accélère, vous allez voir que naturellement, le coût des loyers va baisser, puisque nous allons avoir davantage de propriétaires que de locataires. À partir de ce moment-là, l'offre devenant de plus en plus importante, la demande va se réduire et le coût des loyers va baisser. Donc c'est vraiment le meilleur levier, tout de suite, en rappelant aussi que nous sommes une économie libérale. Donc agir de façon directe. D'autres pays tels que le Sénégal ont essayé, mais l'exercice peut être difficile. La meilleure formule, c'est d'offrir aux Ivoiriens de la location-vente telle que le ministre Koné Bruno, n'est-ce pas, va le faire dans les mois qui viennent. Très bien. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont souscrit au programme de logements sociaux, oui, en se rendant dans vos services pour payer une somme, je ne sais plus trop le montant, oui, et qui aujourd'hui n'ont pas été remboursés, n'ont pas eu de logements sociaux.
Alors, il y a deux types de moyens, il y a deux types de paiements qui ont été faits. Les premiers paiements qui ont été faits dans les années 2013, lorsque le programme a été lancé, c'était la souscription. Nous avons eu environ 60 000 Ivoiriens qui sont venus s'inscrire pour 30 000 francs. Ils ont payé combien? 30 000 francs, c'est ça? 30 000 francs. Feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, avait donné en son temps des instructions fermes et claires là-dessus. Tous ceux qui ont payé 30 000 francs et qui, à un moment, voulaient sortir du programme, ont été remboursés pour ceux qui en ont fait la demande et sont remboursés s'ils en font la demande. Il n'y a pas à transiger là-dessus, c'est très très clair. Et certains ont été remboursés? Tous ceux qui ont fait la demande ont été remboursés. Je le dis et je le répète, ceux qui font la demande de remboursement le sont de façon effective. Je concède que de la lenteur administrative peut parfois devenir source de découragement ou donner le sentiment d'un non-paiement. Mais il n'est pas possible qu'après avoir déposé de l'argent chez un promoteur à travers un compte séquestre, que vous ne soyez pas remboursé lorsque vous voulez sortir. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. De la lenteur, oui, mais ne pas être remboursé, impossible. Ils auraient préféré, en lieu et place d'être remboursés, de bénéficier de leur logement. C'est parce que vous avez posé la question et que vous avez insisté là-dessus. Sinon, naturellement, pour nous, l'objectif, ce n'est pas de se faire rembourser. On ne lance pas un programme comme celui-là pour que nos compatriotes reviennent se faire rembourser. Ce n'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est de rester dans le programme. Le jeu, c'est de rester dans le programme parce qu'on engage l'avenir de ses enfants. On engage l'avenir de sa famille. Et naturellement, comme je le dis, même si on n'a pas eu de logement dans la première tranche, on peut... Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, le promoteur est autorisé à faire 60% de logements socio-économiques et 40% de logements standing. Et comme c'est des tranches, il y a par exemple des Ivoiriens qui arrivent au moment où la tranche de logements économiques est achevée. Si le commercial n'a pas eu la présence d'esprit de lui dire que la tranche des logements économiques est en construction ou va être reprise dans quelques mois, et il lui donne l'information simplement sur le coût du logement de standing, il repart chez lui en disant « j'ai été trompé. Je suis parti, on m'a dit qu'il n'y a plus de logements sociaux et que les seuls logements qui restent, c'est ceux de 40 millions, de 50 millions. » Voilà des petites choses tout simples, liées, j'allais dire, parfois à la formation aussi. Au niveau de culture. Exactement, liées simplement à une question d'information, d'échange, qui n'a pas été suffisant et puis qui a fait que malheureusement, on a eu le sentiment qu'il n'y a plus de logements sociaux, c'est fini, c'est que des logements de 50 millions. Célestin Kouala, on a largement, profondément parlé de logement. Oui. Vous êtes aussi directeur général du cadre de vie. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ces missions? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dites-nous, expliquez-nous. Beaucoup de choses. En 2013, nous avions pris déjà un décret, le décret 2013-225 du 22 mars 2013, portant sur la copropriété, la réglementation de la copropriété, qui porte sur le cadre de vie de façon générale. Après cela, plus récemment, en 2009, lorsque la loi 2019-576 du 26 juin 2019 a été prise, portant sur le code de la construction et de l'habitat, au livre 2, titre 1, sous-titre 1, qui porte sur la copropriété, beaucoup de choses ont été apportées pour changer. Première chose importante, dorénavant, les syndics de copropriété sont agréés par le ministère de la Construction. Donc, on s'en mêle pour regarder, parce qu'anciennement, qu'est-ce qui se passait? C'était un des résidents, pour un certain nombre de raisons personnelles aux copropriétaires, qui, de facto, devenait lui-même syndic de copropriété. La difficulté, c'est que assez souvent, cette personne qui réside dans le quartier, qui est un ami, qui est un frère, etc., je dis, les épouses se fréquentent, les enfants jouent ensemble, ce n'est pas très évident pour ce syndic-là d'avoir suffisamment d'autorité sur les autres copropriétaires relativement au recouvrement des charges de copropriété, par exemple. Nous avons apporté dans ce cadre, vous intervenez? Oui, nous avons apporté ce changement-là pour que dorénavant, le syndic de copropriété, qui peut être une personne physique ou une personne morale, soit quelqu'un de détaché. Pas un résident, donc qui va avoir la capacité de faire appliquer la loi de façon beaucoup plus rigoureuse, afin que les charges de copropriété puissent être recouvrées et que tout ce qui concerne les travaux au niveau de l'entretien, etc., puisse être fait. La deuxième chose que je voudrais dire, ce décret contient un aspect qui n'est pas à négliger, c'est le recouvrement des charges de copropriété. Le vrai problème de la copropriété, c'est aussi cela, c'est le recouvrement des charges. Dorénavant, nous nous proposons de passer par les sociétés concessionnaires, d'électricité, de téléphonie, etc., pour pouvoir recouvrer ces charges de copropriété-là, pour éviter aux syndics d'être en train de toquer à chaque fin de mois à la porte des uns et des autres pour pouvoir récupérer les charges de copropriété. Voilà deux axes majeurs sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais l'autre chose que je voulais vous dire, relativement à l'entretien et au cadre de vie. La copropriété est conçue aujourd'hui autour des cités immobilières, d'accord? Parce qu'il y a à l'intérieur l'ACD du promoteur, permet d'avoir un certain nombre de parties individuelles, que sont les parties communes,
comme par exemple l'espace vert du quartier, etc. Dans des quartiers qui ne sont pas en promotion immobilière, l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, parce que dans ces quartiers, il y a aussi des associations de quartier, des associations de jeunes qui ont déjà l'habitude de participer à l'entretien de ces quartiers-là. L'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans ces quartiers, dans ces îlots-là, l'on puisse également avoir des syndics de copropriété. Les puristes nous diront, on ne peut pas avoir des syndics de copropriété puisqu'il n'y a pas d'espace commun dans ce genre de quartier. Mais nous partons du principe qu'au-delà de la théorie, ce qui est important ici, c'est de regarder comment est-ce que des gens qui vivent ensemble dans un quartier peuvent être organisés, comment nous pouvons participer à les mettre ensemble afin qu'ils puissent eux-mêmes déjà prendre en charge l'entretien de leur quartier sur un certain nombre de choses. De plus en plus à Abidjan, hein, dans la construction des quartiers, on ne prend pas en compte les espaces verts. Vous en êtes conscient? Quand vous dites Ou du moins, même dans les quartiers existants, de plus en plus les espaces verts, on commence à construire là-dessus. Comment vous faites? En réalité, vous me rejoignez à chaque fois. Vous me rejoignez pourquoi? La base de tout cela, c'est le respect de la réglementation, le respect de la loi. Nous nous donnons les moyens. Le respect de la loi, d'accord, fois. mais les autorités gouvernementales devraient avoir des moyens de pression, de dissuasion, pour éviter que les citoyens s'adonnent à une sorte de libertinage. Non seulement nous avons des moyens de pression et de dissuasion, mais nous les mettons en œuvre. Le ministère de la Construction. Si vous construisez sur un espace vert, s'il est clairement établi que vous avez construit sur un espace vert, que notre attention est attirée là-dessus, nos antennes s'en rendent compte, votre maison sera démolie. Au moment où nous sommes en train de nous parler, un citoyen, n'est-ce pas, dans une des promotions immobilières, a justement construit sur un espace vert. Ça a été démoli, purement et simplement. On ne construit pas sur les espaces verts. Ce n'est pas à la tête du client? Non, pas du tout, pas du tout. Nous ne faisons pas de politique, je vous rassure, nous ne faisons pas de politique à la tête du client, pas du tout. L'espace vert est un espace de repos, c'est une aire de jeu pour les enfants, c'est un espace commun. Donc vous ne pouvez pas vous l'approprier, vous seul, le détourner de son usage initial et en faire un bien privé. Célestin Kouala, vous allez à présent répondre aux questions de nos internautes. D'accord. La première question d'internaute nous vient de Célestin Kouao. C'est un Célestin qui pose une question à un autre Célestin. Que peut-on faire pour les vieux quartiers comme Adjamé et Treichville où l'habitat ne correspond plus à l'ère du temps? Alors, c'est une question beaucoup plus pour mon collègue, le directeur général de l'urbanisme, mais je vais tenter d'apporter des réponses. Il s'agit dans ce genre de quartier-là de faire deux choses. Premièrement, de la rénovation urbaine ou de la réhabilitation urbaine. Mais on va dire essentiellement de la rénovation urbaine. L'essentiel dans ce genre... consiste à quoi, la rénovation urbaine? Alors, la rénovation urbaine consiste simplement à déplacer les populations d'un quartier comme Adjamé Village ou comme Biafra sur un autre site, premièrement, et de réaliser sur ces terrains-là qui ont une très grande valeur, hein, comme par exemple Habitat Crown à Treichville, etc., de réaliser sur ces terrains qui ont une très grande valeur un nouvel habitat qui va permettre de mettre plus en valeur. Mais dans un projet intégré, vous n'êtes pas obligé nécessairement de déplacer les populations sur un autre site. Dans le projet de rénovation urbaine qui va être conçu, évidemment, vous pouvez associer les anciens propriétaires de ces terrains-là et faire quelque chose d'intégré pour qu'ils soient bénéficiaires également de ces nouveaux immeubles que vous allez réaliser, de ce nouvel habitat que vous allez réaliser lorsque vous allez faire ce projet de rénovation urbaine. Très bien. La prochaine question. Plusieurs immeubles sont délabrés pour absence de syndicat de copropriété. Quelle solution, Doumbia Soleiman? Alors, en ce qui concerne la copropriété, le décret et la dernière loi sur le code de l'habitat, sur le code de la construction et de l'habitat est très clair là-dessus. Hein. Les syndicats de copropriété se constituent de façon systématique. C'est-à-dire que lorsqu'une opération immobilière est réalisée, les 2, les 3, les 5 premiers habitants, les 5 premiers copropriétaires qui arrivent déclenchent de façon automatique le syndicat des copropriétaires. Mais il arrive, on a pu constater que malheureusement, lorsqu'un syndic a été identifié, soit par voie de vote ou par consensus simplement, assez souvent, après, les gens ne veulent plus partir. Et ça fait beaucoup de complications. C'est pour ça que nous avons initié ce décret en 2013 et que cette loi a été votée en 2019. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, si vous habitez un quartier où il n'y a pas de syndicat de copropriété, il faut nous saisir.
il faut nous saisir. Saisir le ministère. Le ministère de la Construction, d'accord, la Direction générale du logement et plus précisément la Direction de la copropriété, vous nous saisissez par voie de courrier pour dire que dans votre quartier, il n'y a pas de syndicat de copropriétaires qui a été constitué, il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de conseil syndical. Et à partir de ce moment-là, une mission sera envoyée vers vous en vue d'aider à la constitution du syndicat de copropriété. Très bien. Nous poursuivons avec la question des internautes et cette fois-ci, Jean-Roch Tapé nous dit dans le cadre de l'opération de l'octroi des titres fonciers au quartier Habitat Extension d'Adjamé, qu'en est-il de la situation des habitants de cette zone? Alors, il est bon de rappeler que la meilleure institution pour nous aider sur cette question, c'est davantage la SICOJ que nous-mêmes. Hein. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que une opération est en train d'être organisée, elle est en cours. Je crois que le Conseil des ministres l'a validée récemment pour regarder comment est-ce qu'on peut rendre les titres fonciers disponibles pour tous ces vieux quartiers-là, hein, où nos parents n'ont pas pu avoir des titres fonciers durant ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. Mais je crois que la SICOJ est en train de faire beaucoup à ce sujet. Très bien. Prochaine et dernière question. La question nous dit pourquoi les loyers de la SICOJ, vous parliez de la SICOJ, sont-ils passés soudainement sans notification de 4 520 francs CFA à 50 000 francs ou 70 000 depuis décembre 2020? Question de Jean-François. Bon, je pense que là, il faut vraiment la SICOJ. Hein. Évidemment. À une autre opportunité. Avec le concours de la réalisation, une dernière question où, voilà, des informations circulent annonçant que le quartier Biafra à Treichville sera rasé. Qu'est-ce qui est prévu sur ces sites, nous demande Salimatou Ouattara. À ma connaissance, au ministère de la Construction, il n'y a pas de projet prévoyant de raser le quartier de Biafra à Treichville. Je pense que même si un tel projet devait arriver, on parlait tout à l'heure de rénovation urbaine tout à l'heure, même si tel était le cas, je pense que déjà, avec le maire de la commune de Treichville, il y aurait une grande sensibilisation sur ce genre de projet et les populations seraient associées longuement, à l'avance, sur de longues périodes, avant la réalisation, avant la mise en œuvre de tels projets. Mais à ma connaissance, non. Prochaine question. Pourquoi c'est si difficile de se faire rembourser quand on veut se retirer d'un programme de logement qui bat de l'aile? Émilienne Hamelan, vous en avez parlé. Apparemment, Émilienne Hamelan a voulu se retirer du programme et elle n'a pas été remboursée. Pourtant, vous disiez tout à l'heure que tous ceux qui ont fait la demande du remboursement ont été remboursés. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez trouver en termes de personnes n'ayant pas été remboursées, c'est le fait de la lenteur administrative purement et simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas solliciter un remboursement et ne pas l'être. Ça n'est pas possible. Ce qui peut être désagréable, et ça je l'avoue, c'est la lenteur administrative. Évidemment, quand on a donné de l'argent, quand on a fait une épargne et qu'on a déposé de l'argent et qu'on veut être remboursé, tout le monde souhaite que ce soit assez rapide. Donc quand il y a de la lenteur, ça crée des désagréments. Mais ne pas être remboursé, non. Ça, c'est pas possible. Vous insistez, hein? Tout à fait. D'accord, très bien. On va prendre la toute dernière question, cette fois-ci. Des bailleurs rusés proposent 2 contrats de bail aux locataires. Le nouveau contrat et un autre qui réclame plus de mois de caution. Quelle solution? Question de Roland Samois. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux Ivoiriens, de dire à nos concitoyens qu'il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. On ne peut pas demander au gouvernement comment vous allez faire respecter la loi quand soi-même on ne la respecte pas. Comment pouvez-vous signer 2 contrats, un en parallèle et un qui est celui qui est proposé par l'État? Il y a 2 inconvénients à cette attitude. Le premier inconvénient, et qui est le plus difficile, c'est que vous vous faites du tort à vous-même. Parce qu'en acceptant de signer un contrat en parallèle, mais vous enlevez toute la sécurité que l'État a conçue pour vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous mettez des milliers d'Ivoiriens en situation d'insécurité parce que vous encouragez un bailleur à contourner la loi. Donc, au-delà de vous, à partir du moment où il a réussi cet exercice avec vous, il va le répéter avec d'autres Ivoiriens. D'autres bailleurs vont se sentir, vont appeler ça un filon et ils vont commencer à faire la même chose. Après, il ne faut pas aussi dire l'État ne fait pas respecter, l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Peut-être que nous-mêmes, nous devrions, je voudrais décourager tous les Ivoiriens qui seraient tentés d'aller dans ce schéma-là. Ce n'est pas un bon schéma, parce que vous allez vous exposer vous-même là où l'État a conçu une loi pour vous protéger. Célestin Kouala, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve?
Oui, je pense. Je pense avoir essayé au mieux de vous répondre. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci. C'est la fin de ce numéro de Sans réserve. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de l'avoir suivi. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Sans réserve.